Prouvez-moi que la réalité existe. Je vis dans une bulle faite de rêves et de fantasmes. N'accordant de crédit qu'à l'imaginaire, je fuis de toutes mes forces ce que d'aucuns appellent le réel. Je ne regarde ni ne m'intéresse à ce qui se situe en dehors de ma bulle. Tant de gens me parlent de ce que je rate en refusant de considérer ce monde. Mais s'ils ne faisaient qu'entreapercevoir ce qui se trouve dans le mien, ils se rendraient vite compte de leur erreur. Quand j'y suis, je peux parcourir des milliers d'autres endroits aussi beaux que fascinants, et dont personne ne pourrait soupçonner l'existence. Pour chaque situation désagréable à laquelle le réel s'est borné à me confronter, j'ai pu me créer un millier d'ailleurs pour y échapper. Si bien que tout ce qui existe à mes yeux, c'est cette bulle. Chacun des événements qui s'y passent, à 100, voire 1000 fois plus d'importance que ce qui l'entoure. À cause de cela, on m'a souvent reproché d'être dans la lune. Et c'est vrai, j'ai les pieds sur la lune et la tête dans les étoiles. Mais les brefs moments où j'entrevois la froide réalité que l'on s'obstine à m'imposer me sont d'une telle horreur que j'en suis souvent pris de nausées. Ainsi, je fuis ce réel autant que possible. Si bien qu'avec le temps, les fantasmes sont en quelque sorte devenus ma réalité. Chaque seconde que j'y passe est des plus agréables, et je redoute plus que tout les brefs moments où j'en sors, car la réalité est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Je tends à fuir l'existence avec la même obstination que l'on peut avoir lorsque l'on hésite à se rendormir après un mauvais rêve, de peur d'y retourner. Cette réalité ne m'a jamais fait de cadeau, alors je me refuse à lui faire présent de ma présence. Mais avec le temps, ma trop grande répulsion à vouloir y vivre a fini par attirer l'attention. Elle a amené des hommes en blanc à me considérer comme malade, à vouloir me guérir de mes rêves, effacer mes fantasmes, faire éclater ma bulle et m'en extraire de force. Mais ce faisant, ils ne m'ont donné que davantage de raisons de m'y retrancher pour ne plus en sortir. De toutes mes forces, je nie la légitimité de leur monde, autant qu'eux le font du mien. Je ne peux comprendre en quoi c'est être fou que de vouloir vivre dans un rêve, quand tant d'autres se bernent à le faire dans un cauchemar. Le songe est ma réalité, et je ne souhaite plus jamais revivre dans ce tourment qu'est le réel. Mais ils feront tout pour m'y ramener. Il ne me reste donc qu'une option. Profitant de l'inadvertance de mes bienfaiteurs, j'ai volé durant des semaines de quoi constituer une dose de médicaments suffisamment forte pour me permettre de rêver à jamais. Et à présent que je vais quitter ce monde, j'aimerais formuler une dernière volonté. S'il vous plaît, laissez-moi dormir. Signé, Alistair Pantai. Informe, 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 informe. Père, Mère ou Dieu, je maudis le Créateur qui m'a fait ainsi. Être informe sans bras ni jambes. Mon corps n'est rien de plus qu'une marée anarchique d'organes et de chair nécrosée sans peau. Le peu de choses en moi qui tentent à évoquer des membres ne font que me donner l'allure de la grotesque parodie d'un être humain. Suis-je né comme ça ? Ai-je été un homme avant ? Impossible de le dire. Ma mémoire est de plus en plus mise à mal au fil des expériences que l'on me fait subir. Essaie-t-on de me soigner ? Ou bien l'inverse ? C'est sans doute cette seconde raison qui motive ma captivité en ces lieux. Car à leurs yeux, je ne semble être qu'un rat de laboratoire. J'ignore s'ils me savent doué de conscience, mais au vu de la cruelle originalité dont ils font preuve lors de leurs expérimentations, ils ne s'en préoccupent sans doute pas. On m'ajoute ou me retire périodiquement membres et organes sans la moindre anesthésie en espérant des changements. Et cela est arrivé tant et tant de fois, que je ne suis même pas sûr qu'il reste quoi que ce soit de mon moi d'origine. Et pour m'amener à accepter de tels traitements, on semble vouloir me dresser à la docilité, car chaque protestation de ma part est irrémédiablement suivie d'une punition. Arrête, gamin, ça suffit. Ça m'a regardé. Je vais t'apprendre, toi. Saloperie informe. La conscience d'un homme dans le corps d'un monstre, que l'on traite comme une bête. À cause de cela, j'ai petit à petit le sentiment de régresser, et de devenir plus proche de la vermine qui grouille dans ma cellule et mes plaies, que de mes bourreaux humains. Mais depuis longtemps, mon seul soutien est de me rattacher à ma conscience, en songeant au fait que ma monstruosité fait pâle figure, à côté de celle des hommes qui me gardent enfermé. Alors j'ai peur, non pas de mes geôliers, ou de la souffrance qu'ils me font subir quotidiennement, mais de ce que je me sens devenir. Après que l'on m'ait redonné une bouche et des dents, j'ai commencé à me nourrir des rats qui vont et viennent sur le sol de ma prison, et à découvrir le plaisir du sang, comme seul un animal peut le percevoir. Je peux sans mal affirmer que lorsque je sens mes crocs déchirer la chair d'un de ces rongeurs, et la chaleur de sa vie emplir ma gueule,
J'ai le sentiment d'être plus vivant que je ne l'ai jamais été. Une indescriptible euphorie s'empare de moi. Et sitôt que j'ai dépouillé un être de son existence, j'ai l'irrépressible besoin d'en chercher une autre à ravir. En dépit de ma volonté à vouloir rester humain, je deviens de plus en plus sensible à ce désir de tuer et à la violence. Au fil de mes pulsions meurtrières, j'ai l'impression de disparaître, comme si mon être devait se dissoudre dans cette mare de sang grandissante. Et ce que je crains plus que tout, est ce que je serais capable de devenir, si cela continue. Allez, gamin, pour une fois, c'est toi qui lui apporte à manger. Je serai pas toujours là pour le faire. Très bien. Saloperie informe. C'est l'heure de la bouffe. Couchez! Recule! J'ai dit coucher, sale bête informe! J'ai dit coucher! Recule! 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 Mais, le gamin! Sécurité! Sécurité! La conscience d'une bête dans le corps d'un monstre qui a été un homme. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Tu ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui je suis. J'ai l'impression de changer à chaque instant. Il m'est impossible de rien affirmer, sans risquer par la suite de faillir à mes propres mots. Je peux, à un moment T, dire quelque chose qui me semblera être la plus stricte des vérités, pour que quelques instants plus tard, le sens de mes paroles se révèle mensonger. Je ne compte plus ces promesses non tenues, qui ont brisé la confiance d'amis auxquels je tenais. Et c'est bien sans m'en rendre compte que je fabule autant. Voilà pourquoi je ne saurais dire qui je suis, et ce que je pense. Car je suis un menteur. Tu es un menteur. Mais à qui mens-tu? C'est sans doute à moi-même que je mens le plus. Inconsciemment, je cherche à me cacher de quelle est ma personnalité. Car je me déteste. Voilà pourquoi j'ai commencé à me mentir. Et chaque opportunité de confirmer que je suis détestable n'a fait que me pousser à me retrancher dans mes mensonges. Bien malgré moi, je fuis ce que je suis. Rire, ignorer, oublier. C'est bien souvent avec humour que je tends à éviter les remarques que je ne veux pas écouter, avant de feindre qu'elles n'ont pas existé. Ceux qui ont ainsi cherché à m'aider en soulevant les défauts que je souhaitais ignorer, se sont souvent heurtés à mon déni tel un pilier. Tu ne veux pas écouter. Qui n'as-tu pas écouté? Les amis, des êtres dont la relation m'est suffisamment précieuse pour avoir envie de leur dire la vérité. Tu veux la dire et pas l'entendre. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Je sais parler, pas écouter. Et pourtant, ils sont la plus grande motivation que je peux avoir pour tenter de devenir moi-même. Ils sont le pied-à-terre de ma personnalité. Et ce besoin d'être honnête envers eux me pousse à l'honnêteté envers moi. Qui je suis avec eux revient à qui je veux être. Je tente de leur donner ce qu'il y a de meilleur en moi, pour ne pas m'offrir à eux comme celui que je ne veux pas être. Le meilleur de toi. Et pourtant, je tente de ne pas. Il m'arrive de l'être. Celui que je déteste. Et au vu de l'importance que j'ai à leurs yeux, ils font tout pour m'aider à changer et ne pas me perdre. Mais tu ne sais pas écouter. Ils ont souvent heurté à mon déni et mon pilier. Mais tu ne sais pas écouter. Et ces gens qui m'aiment se retrouvent alors en la présence de l'être le plus toxique qui soit, avec qui on souffre trop pour rester, mais que l'on aime trop pour quitter. Divisés entre ces deux facettes de ma personne, ils se détruisent, prennent sur eux pour tout me donner. Et c'est bien impuissant que je m'observe être l'artisan de cette destruction. Je ne peux que les regarder s'effriter entre mes mains, sans pouvoir les retenir. Avec qui on souffre trop pour rester. Et que te reste-t-il? Rien. Je suis seul, avec cet être que je cherche à fuir, que je déteste. Avec moi. Toi. Moi. Je suis seul. Le contenu de cette caméra a été trouvé il y a quelques mois, dans les poubelles de cet hôpital où vous exerciez il y a peu. Je ne me considère pas comme un homme mauvais. J'ai une femme et des enfants, et j'exerce mon métier de médecin avec cœur et implication. Pourtant, j'ai décidé de tuer quelqu'un. Personne ne pourrait m'accuser de meurtre. Il n'a commis rien d'autre qu'une bête erreur médicale. Avez-vous quelque chose à déclarer? Oui, je l'ai fait. J'ai tué quelqu'un. Il y a environ 10 mois, j'ai appris la mort de l'un de mes patients. J'avais délibérément prescrit à ce dernier 2 médicaments.
qui, pris ensemble, venaient à causer de graves problèmes cardiaques. Et il est mort. Il est mort. Quand je l'ai su, je n'ai pas arrêté de me le répéter. Comme s'il m'était impossible d'y croire. Pourtant, je l'ai fait. J'ai tué quelqu'un. Et à mon grand désarroi, j'ai aimé ça. À l'origine, je m'étais promis que ce serait un meurtre unique. Je voulais juste y goûter, pouvoir faire ce choix. Mais tuer laisse un vide. En tant que médecin, il est gratifiant, voire même agréable de sauver des vies. Je mentirais si je disais que pas une fois je n'ai été ému par les remerciements d'un patient ayant échappé de peu à la mort. Cependant, prendre une vie est la chose la plus grisante que j'ai jamais connue. Voilà pourquoi, sitôt mon forfait accompli, je n'ai eu d'autre envie que de retrouver cette sensation. Ce premier homicide avait été une révélation, une prise de conscience. J'avais compris que je pouvais tuer n'importe qui. C'est une chose simple quand on y pense. Tout le monde a ce pouvoir en société. Et pourtant des vies entières se passent sans que bien des hommes ne le réalisent. J'avais effectué ce crime avec brio, car mon statut de médecin me rendait exempt de tout soupçon. Je me suis alors senti comme un prédateur, un tueur marginal parfaitement intégré, un loup parmi les moutons, camouflé du blanc de la blouse dont il est vêtu. Ce désir de tuer s'est alors immiscé dans chacun des événements de mon quotidien. Quelle que soit la personne qui me faisait face, il était là, du foyer jusqu'au travail, prenant au fil des jours une importance croissante pour à terme devenir omniprésent. Instinctivement, j'ai fini par considérer chacun de mes patients non plus comme des humains, mais comme autant de potentielles victimes que je pourrais faire disparaître. Lorsque je les regardais, je pensais à l'indescriptible euphorie que j'avais découvert dans la mort, et au plaisir que me procurerait la leur. Cherchant malgré tout à rester raisonnable, j'ai tenté de retenir ces pulsions. Mais je n'ai pas pu, et par 2 fois j'ai récidivé. Toutefois, pour rassurer mes arrières, j'ai agi méthodiquement, en choisissant mes victimes dans des services différents du mien. Cependant, je ne pouvais pas éternellement céder à ces pulsions meurtrières. Car si 1 ou 2 erreurs médicales se dissimulent aisément, un trop grand nombre peuvent attirer l'attention. Ainsi, après mon 3e meurtre, j'ai commencé à pratiquer la chasse, cherchant en ce passe-temps un exutoire. Cela m'a aidé pendant un temps, car on y tue de première main. Lorsque l'animal s'effondre suite à un coup mortel, on peut voir toute la terreur du monde emplir ses yeux. Un instant, un bref instant, la proie sent son univers s'effondrer autour d'elle, là où le chasseur devient le roi du sien. Cette sensation est d'une intensité remarquable. Elle est si grisante qu'elle en est comparable au sexe. Mais cet instant de puissance a un prix, car il laisse dans son passage un vide tout aussi vaste. On trouve bien plus de plaisir en la chasse que dans la capture. Et lorsque l'on est face à la dépouille de cet animal abattu, on sent un mélange de frustration et de déception, qui pousse à vouloir recommencer. Voilà pourquoi, à terme, ça n'a fait qu'empirer les choses. Car j'ai senti grandir en moi l'irrépressible envie de voir l'expression de terreur de mes proies dans les yeux d'un homme. C'est ainsi que j'ai développé une addiction au meurtre. J'ai fini par conclure que je n'allais pas cesser la chasse. Simplement, changer la nature de mon gibier, pour celui dont on dit qu'il est le plus attrayant. Le caractère de ma profession me permettait un accès facile à toutes sortes de somnifères et anesthésiants. Voilà comment j'ai aisément pu choisir mes proies en société. Je me baladais les soirs d'averse, dans les ruelles sombres jouxtant les bars, le visage soigneusement dissimulé derrière les plis d'un parapluie, et repérais des ivrognes fraîchement débauchés. Lorsque l'un d'eux s'éloignait suffisamment de la foule, il me suffisait de le suivre à l'abri des regards, pour lui administrer la dose d'un anesthésiant quelconque, avant de le chaler sur mon épaule, telle une âme charitable qui raccompagnerait un ami trop enivré. Après cela, je le jetais à l'arrière de mon pick-up, sur la même bâche où j'étendais les animaux que j'abattais autrefois, et roulais dans une direction au hasard, en vue de rejoindre une éventuelle forêt. Une fois là-bas, j'arrachais ses habits, et le laissais nu au milieu de la fange pour attendre patiemment son réveil. À peine reprenait-il conscience, que j'annonçais que j'allais le traquer pour le tuer, et qu'il allait mourir s'il ne fuyait pas. La première fois que j'ai appliqué ce modus operandi fut peu concluante, car les psychotropes avaient rendu ma proie incapable de se lever, me contraignant à l'achever au couteau. Je n'avais cependant jamais rien ressenti d'aussi incroyable. Tuer un autre homme de mes mains avait été si fou, que je serais bien en peine de décrire l'intensité de mes sentiments d'alors. Il m'a paru ainsi évident que je ne pourrais jamais renoncer à ce plaisir. J'ai recommencé plus d'1 dizaine de fois, et afin de rendre la chasse plus attrayante, j'abaissais petit à petit les doses de somnifères que j'administrais à mes proies pour qu'elles soient plus agiles durant la traque. Chose qui fut mon erreur. Un jour, alors que je dépouillais mon 16e gibier de ses vêtements, ce dernier s'est soudainement relevé pour m'étourdir d'un coup de tête, dérober mon arme et m'asséner une balle au genou avant de s'enfuir. Il m'a donc fallu choisir entre laisser partir ce témoin gênant ou courir le risque d'aggraver la blessure en tentant de le rattraper. Et encore aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de bon choix, je reste tout de même persuadé d'avoir fait le mauvais,
en m'étant rendu à l'hôpital au lieu de le tuer. Je passe les questions, mensonges et alibis que j'ai dû inventer pour justifier une telle blessure. Car la seule chose qui me préoccupait alors était que dans la nature, il se trouvait un homme qui avait vu mon visage. Et ça n'a pas raté. En moins d'une semaine, tous mes meurtres ont été associés au témoignage de cet individu, qui a également permis l'élaboration d'un portrait robot. Ce dernier fut naturellement relayé en masse par les médias, et en peu de temps je devins un suspect. Mon mode opératoire amena la presse à m'affubler du surnom le Prédateur. Et ce, bien ironiquement. Car en divulguant mon image, on avait fait de moi une proie. Traqué par les forces de l'ordre, je fus contraint de quitter mon travail, d'abandonner ma famille, et de partir en voiture sur les routes. Victime de mon propre jeu, du chasseur, je devins le chassé. Mais en dépit de toute la discrétion et de la prudence dont je faisais preuve durant mon exil, chaque petit témoignage et chaque trace de mon passage les rapprochait inexorablement de moi. À mesure que durait ma fuite, les moyens investis dans ma capture furent de plus en plus grands. On dépêcha la police, l'armée, des hélicoptères, et la traque finit par se resserrer autour de moi, à un tel point que je ne pus plus esquiver les barrages sur la route. Au pied du mur, je décidai de laisser tomber ma voiture pour saisir mon arme et tenter ma chance au travers d'un bois qui jouxtait la route où l'on m'avait piégé. Mais ce faisant, je scellai mon destin. Un sniper embusqué réussit à placer un tir qui m'atteignit au flanc droit, me forçant ainsi à abandonner mon arme pour contenir l'hémorragie de mes mains. Je ne renonçai cependant pas à fuir, et bien maladroitement, titubait entre les arbres, ralenti par une plaie ouverte et un genou à moitié cicatrisé. Évidemment, une foule d'hommes furent lancés à mes trousses, guidés par des chiens de sang et un soutien aérien. Mes chasseurs ne semblaient pas vouloir laisser une chance à l'animal et avaient résolu de me capturer vivant. Par chance, je connaissais fort bien ces bois, car ils avaient été le théâtre de l'une de mes exactions passées. La proie était attaquée sur son terrain. Je partis sous une portion de forêt que je savais plus dense, et profitai de ma faible avance pour nouer ma chemise en garrot et dissimuler mon odeur sous une épaisse couche de boue. Afin de distraire les chiens, je fis traîner ma blouse ensanglantée à terre durant une partie de ma fuite, pour finalement la jeter au loin et partir dans une direction opposée. Au terme d'une longue marche, j'arrivai devant une profonde rivière, et m'allongeai dans son lit pour laisser le courant m'emporter loin des chasseurs. Après une lente descente qui me semblait avoir duré une éternité, je dégageai mes oreilles de l'eau, et constatai avec une immense satisfaction que les aboiements des chiens étaient devenus lointains. Épuisé, frigorifié, je me hissai sur la berge en direction d'une grotte où s'était jadis caché l'un de mes gibiers et résolus de prendre un peu de repos. J'avais réussi. Les chiens ne faisaient pas le poids face aux loups. J'avais réussi. Je pris un instant afin de mieux apprécier ma victoire et fermer les yeux. Plein d'idées me traversaient l'esprit. Je venais d'échapper à la police, oui, mais pour combien de temps? Où devais-je aller? Comment soigner ma blessure? Et mon arme? Fallait-il que je tente de la retrouver? J'échafaudais 1000 plans pour la suite, quand je sentis le contact froid du métal sur mon front. J'ouvris spontanément les yeux et découvris un revolver, au bout duquel se trouvait un officier de police. Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping, empoisonnement, meurtre et atteinte à la dignité humaine. Je ne comprenais pas. Mes ruses les avaient éloignés. Aucun animal au monde n'aurait pu me traquer. Et les chiens, leur hurlement était pourtant si lointain. Mais l'évidence me frappa alors, et je compris aussitôt que face à moi se trouvait un prédateur. Sous l'adrénaline et l'intense douleur de ma hanche, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais les points de suture de mon genou avaient sauté, et depuis Dieu sait quand, ma jambe était maculée de rouge. Il avait dû suivre la traînée de sang qui s'en était échappée, en négligeant volontairement de prévenir ses collègues pour que les aboiements lointains de la meute me fassent croire que ma piste avait été perdue. Malgré tous mes efforts, j'étais tombé sur plus fort que moi. J'allais rester une proie, car un détail si futile vous avait suffi pour me retrouver. Mais cette partie, vous la connaissez déjà, monsieur l'agent. Pourquoi vous livrez à des aveux si prompts? Eh bien, disons que je reste fidèle à ma propre morale. Nous jouions au jeu de la proie et du prédateur, et j'ai perdu. Vous reconnaissez donc être coupable de ces 18 meurtres? Non, je reconnais être coupable de 19 meurtres. Comment ça? Vous affirmiez 18, et maintenant 19. Que cela signifie-t-il? À l'issue de mon procès, c'est la prison à vie qui m'attend. Alors quand vous m'avez offert la chance d'être une dernière fois dans la position du prédateur, je n'ai pas su résister. Pardon? Vous m'avez déçu. Si je n'ai pas opposé de résistance lors de votre arrestation, c'est parce que j'admirais votre ingéniosité. Malheureusement, c'est toujours le détail auquel on ne pense pas qui a raison de nous. En parlant de ça, comment est votre café? Mon café! Oui, tout à l'heure, quand vous êtes allé chercher la vidéo, votre impatience vous l'a fait oublier sur la table.
aux côtés d'un homme soupçonné d'empoisonnement. J'irai en prison sans regret. De la proie au chasseur, du chasseur au chassé. Nous jouions à un jeu, et je l'ai gagné. Voilà l'addition, monsieur. Merci beaucoup, c'était délicieux. Ah, vous m'envoyez ravi. J'espère vous revoir à ma table avant la fin de votre séjour. Je déteste la campagne. Et encore plus ceux qui disent l'aimer, quand pourtant ils n'y viennent qu'une fois par an. La campagne profonde, pas celle des cartes postales mais la vraie, donne à tous ses habitants envie de crever. Ici, la dépression est si présente que l'alcoolisme n'est plus une norme mais une religion, dont chaque habitant est un pratiquant. Le seul commerce qu'il y ait dans les alentours est un bar, qui en dépit du fait qu'il n'ait que 17 clients est des plus florissants. J'ai côtoyé toute ma vie chacun de ces gens, et connais par cœur leur histoire et le moindre de leurs travers, si bien qu'avec le temps, j'ai fini par voir ma région comme une poubelle à ciel ouvert, dont on ne différencie guère les déchets des habitants. Mais laissez-moi vous présenter mes charmants voisins, du meilleur jusqu'au pire. Déjà, il y a le Henri, qui, en dépit d'un alcoolisme chronique, l'amenant à confondre chaque matin son cubi de vinasse avec le lait de ses céréales, reste un être relativement charmant, si l'on accepte bien sûr la main leste avec laquelle il a caressé chacun de ses enfants. Ensuite, il y a le Georges, dont le goût prononcé pour les petits garçons était sans doute la raison pour laquelle je n'avais pas le droit de sortir seul étant enfant. Enfin, il y a le Joseph, un homme complexe, dont le verbillage et l'élocution rendent difficile de savoir s'il est ivre comme tout le monde, consanguin depuis 3 générations, ou un savant mélange des deux. Cet homme au goût raffiné souffre grandement du manque de jeunes femmes dans sa commune, et a ainsi été arrêté à plusieurs reprises, pour s'être touché dans les bars de la ville voisine. Sans oublier le Pierrot, un bon cuisinier qui prépare délicieusement les tripes à la mode de Caen. Un homme d'une grande sympathie, si l'on nommait toutefois qu'il est quelque peu instable depuis le suicide de sa femme. Chose qui l'a amené, suite à une dispute avec sa nouvelle compagne, à vouloir incendier la maison de cette dernière en l'enfermant à l'intérieur, sans toutefois omettre de se munir d'un canon scié pour empêcher les pompiers d'approcher et permettre au feu de mieux se propager. Et pour finir, il y a moi. Je suis né ici, et dès l'enfance, j'ai eu à supporter l'échantillon de population le plus méprisable du genre humain. Et chaque jour à vivre dans cette fosse à merde a fini par user ma patience. Ceux qui aiment la campagne ont vraiment mauvais goût, car depuis les 5 ans que je les ai tous tués pour les servir aux touristes dans mon restaurant, ces derniers, avides de cuisine locale, bien au contraire de se plaindre, en redemandent et me félicitent. Comment peuvent-ils apprécier de déguster de tels déchets? Ça me dépasse. Bonjour messieurs, dames, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, nous voudrions une table pour 2 s'il vous plaît. Bien sûr, mettez-vous là-bas près de la fenêtre, je vous apporte le menu. Non, pas besoin. On voudrait ce que vous avez de plus typique de la région. Ah, voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai exactement ce qu'il vous faut, vous allez m'en dire des nouvelles.